On va plus loin dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour à vous deux. Au sommaire, Israël affirme vouloir éliminer l'ayatollah Khamenei. Déclaration de Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense Israël Katz. Le guide suprême placé aux abris depuis le début de l'offensive israélienne qui a fait plus de 224 morts côté iranien avec de nouvelles frappes sur Téhéran ce lundi, notamment sur la radio-télévision nationale. 24 morts au moins en Israël alors que les sirènes ont retenti en fin de journée dans le nord du pays. Et c'est tout de suite, on va plus loin. Téhéran a donc à nouveau été frappé ce lundi. Des explosions signalées dans l'ouest de la capitale iranienne ainsi qu'au nord-est, là où se trouve le siège de la radio-télévision d'État iranienne, contrainte d'évacuer avant de pouvoir reprendre ses programmes. Florent Rodeau. Cette présentatrice de la télévision iranienne est en direct quand soudain, une forte explosion retentit. Ce lundi, la capitale iranienne a été le théâtre de nouvelles frappes israéliennes. Depuis la base aérienne de Tel Nov, Benjamin Netanyahou l'assure, son armée contrôle désormais le ciel de Téhéran. Nous sommes en passe d'atteindre nos deux objectifs, éliminer la menace nucléaire et celle des missiles. Lorsque nous contrôlons le ciel de Téhéran, nous frappons les cibles du régime. Nous disons aux résidents de Téhéran, évacuez vous-même. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Défiguré par un missile iranien, voici à quoi ressemble désormais ce quartier d'Haïfa en Israël. Ici, la déflagration a été puissante, en témoignent ces carcasses encastrées de voitures calcinées. Les habitants ont eu très peur. On s'est réfugié dans l'abri et quelques minutes après, on a entendu un gros boom. On a compris que c'était très proche. J'étais avec ma fille, elle a 5 ans. Elle a commencé à pleurer, elle était paniquée. Ce lundi, pour la 4e journée consécutive, l'Iran a visé plusieurs grandes villes israéliennes à l'image de la grande banlieue de Tel Aviv, une ville que les autorités iraniennes appellent à évacuer au plus vite. Une riposte à la vaste offensive lancée vendredi dernier par l'État hébreu, désireux de vouloir empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. Image à l'appui, l'armée israélienne indique avoir détruit dans la nuit de dimanche à lundi des dizaines de drones lancés en direction de son territoire. Sur ces autres images, un convoi transportant selon l'État hébreu des missiles solaires, il a été détruit par une frappe. Israël, qui depuis vendredi indique avoir visé des dizaines de sites de missiles sol-sol, ainsi que des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. Et du côté d'Israël, l'armée annonce avoir identifié des tirs de missiles iraniens visant le nord du pays, ce qui a déclenché des sirènes d'alerte anti-aérienne dans cette région. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24. Où en est-on de la menace iranienne ce soir ? Bonsoir Raphaël. Oui, il y a eu ce soir des tirs de missiles balistiques sur le nord d'Israël. On a vu des images montrant de grands incendies. En tout, depuis 4 jours, ce sont 24 Israéliens qui ont été tués dans ces tirs de missiles, selon les autorités israéliennes. 90 personnes environ ont été hospitalisées. En tout, il y aurait environ 600 blessés en comptant les blessés légers. Et puis, c'était évoqué dans ce reportage ces ordres d'évacuation de la ville de Téhéran émise par l'armée israélienne, des quartiers de Téhéran doivent évacuer, selon ce qu'a dit l'armée. Alors, en conséquent, eh bien, les gardiens de la révolution islamique d'Iran ont envoyé des communiqués similaires appelant des habitants de Tel Aviv à aussi quitter leur habitation dès que possible. L'Iran dit préparer l'attaque de missiles la plus large et la plus intense de l'histoire sur le sol israélien. Il n'y a néanmoins pas de mouvement de panique en Israël. La conscience qu'il s'agit là aussi de déclarations de propagande, tout comme celles israéliennes le sont également dans une certaine mesure. Les
Les Israéliens ont pour la plupart des abris anti-missiles. Ils respectent les consignes de sécurité qui sont intimées à la population par le commandement central, qui demande aux Israéliens de rester à proximité des abris, de ne pas se rendre sur leur lieu de travail si celui-ci n'est pas essentiel. Les écoles sont aussi fermées. Il n'y a donc en conséquent pas de panique générale en Israël, même s'il y a quand même beaucoup d'appréhension vis-à-vis de cette menace iranienne. Les dirigeants israéliens ont multiplié les déclarations. Il y a eu le ministre israélien de la Défense Israël Katz, puis Benjamin Netanyahou. Tous deux ont évoqué directement le guide suprême iranien comme l'un des objectifs, l'ayatollah Khamenei. Et puis à l'instant, Benjamin Netanyahou l'a affirmé, nous changeons la face du Moyen-Orient, nous éliminons un par un les membres du haut commandement militaire iranien. C'est donc cela l'objectif. L'offensive durera tant que ces dirigeants seront encore en vie. C'est en tout cas ce qu'a dit très clairement le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la chaîne ABC. Il a dit, je cite, « Tuer l'ayatollah Ali Khamenei, cela mettra fin au conflit ». Les déclarations en ce sens se multiplient. Vous évoquiez le ministre d'Israël Katz qui lui aussi menace de frapper Ali Khamenei partout où il se trouve. Cela fait suite à des frappes israéliennes sur la TV d'État, le siège de l'IRIB, la radio-télévision iranienne contrôlée par les mollahs. Alors ces derniers jours, plusieurs sources américaines avaient déclaré à des médias américains que Trump avait empêché un précédent plan pour assassiner l'ayatollah Ali Khamenei. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que le bilan en Iran est très lourd. 224 morts, environ 1000 blessés, selon le bilan toujours provisoire. Ce matin, l'armée israélienne a dit avoir visé le commandement des forces Al-Quds à Téhéran, ainsi que des lancements de missiles sol-sol et des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. Ce soir, on a vu des images montrant des civils de Téhéran tenter de fuir la capitale, ce qui a engendré des embouteillages monstres aux alentours de Téhéran. Au-delà de ces dirigeants, on le sait, l'objectif des Israéliens depuis le début de cette intervention, c'est de neutraliser le programme militaire iranien. Ont-ils la capacité, la possibilité de frapper au cœur de ces sites nucléaires ? C'est difficile à dire avec précision. Ce qui est certain, c'est que les Israéliens se préparent à ce scénario depuis des années, que les attaques qui ont lieu en ce moment en Iran ont été pensées depuis des mois, depuis notamment les précédents épisodes d'affrontements directs entre Israël et l'Iran. C'était en avril et en octobre 2024. L'armée israélienne aujourd'hui revendique avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles sol-sol iraniens. Mais pour ce qui est du nucléaire, c'est beaucoup plus difficile de faire le tri entre les discours politiques qui sont par nature propagandesques et la réalité des faits. L'Agence internationale de l'énergie atomique considère que le site nucléaire iranien de Natanz n'a pas été touché dans sa partie souterraine. Or, c'est surtout dans sa partie souterraine que se concentre le programme nucléaire selon les experts. Israël, de son côté, dit avoir détruit la principale installation du site. On voit bien évidemment des déclarations contradictoires. Ce que l'on sait aussi, c'est que les États-Unis entendent toujours jouer un rôle dans certains affrontements. Trump appelle l'Iran et Israël à trouver un accord. Il dit que cet accord est possible et qu'il est aussi possible que les États-Unis s'impliquent directement dans le conflit. On sait que les Américains et les Israéliens sont en désaccord sur le sujet du nucléaire iranien, mais pour l'instant, le soutien des Américains a toujours été indéfectible à l'État d'Israël. Merci Claire Duhamel en direct de Jérusalem pour France 24. Niagale Bagayoko, le président américain Donald Trump, s'est exprimé depuis le sommet du G7 au Canada. On va l'écouter justement demander à l'Iran de négocier avant qu'il ne soit trop tard. Ils aimeraient parler, mais ils auraient dû le faire avant. J'avais 60 jours et ils avaient 60 jours aussi. Au 61e jour, j'ai dit nous n'avons pas d'accord. Ils doivent conclure un accord et c'est douloureux pour les deux parties. L'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre. Ils devraient parler, ils devraient négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez l'Iran prêt à négocier ? Moi, ce qui me frappe, c'est que l'Iran soit prêt à négocier ou pas, on a quand même l'impression d'un véritable affaiblissement des États-Unis. On est surpris quand même de voir que ce ne sont absolument pas eux qui semblent pouvoir faire basculer les choses. Les cartes sont clairement entre les mains d'Israël qui s'émancipe très clairement des États-Unis en général. On l'a vu de manière éclatante sous le régime de Joe Biden, mais c'est aussi évident
aujourd'hui, sous le régime de Donald Trump, on a l'impression que les États-Unis sont paralysés par ce que certains ont appelé l'impuissance de la puissance. On est face à une puissance internationale qui n'a pas les moyens d'utiliser tous ses attributs, y compris militaires, notamment parce qu'elle a une opinion publique isolationniste. Donc non, je ne pense pas qu'elle puisse peser sur le fait que l'Iran négocie ou pas. Si l'Iran négocie, c'est sous la pression d'Israël et à mon avis pas sous la pression américaine. Antoine Mariotti, Israël dispose-t-il de moyens pour frapper le cœur du programme nucléaire iranien, puisque selon l'AIEA, pour l'heure, la partie enfouie souterraine de Natanz n'a pas été touchée, ce que contredisent d'ailleurs les déclarations israéliennes. Or, pour cela, on se l'est, il faut un armement par nature américain, ces fameuses bombes anti-bunker. Oui, même si la plupart, les 70% je crois, de l'armement utilisé par l'armée israélienne dans cette guerre est américain. Donc forcément, voilà. Mais les États-Unis ont des bombes encore plus puissantes et il y a Natanz. Donc en fait, si vous avez deux grands centres d'enrichissement de l'uranium parmi les sites nucléaires iraniens, vous avez Natanz qui a une partie en surface qui a été fortement touchée par les frappes lors de la première nuit, donc il y a quelques jours maintenant, et vous avez une partie qui est souterraine à Natanz. Et c'est là où, voilà, ce matin, Raphaël Grossi de l'AIEA, donc l'agence de l'ONU chargée de surveiller le nucléaire iranien, dit qu'a priori, rien n'a été touché en souterrain, là où il y a les centrifugeuses. On voit sur la carte de la Natanz qui est à peu près au centre, au sud de Téhéran. En revanche, des sources israéliennes disent on a réussi à pénétrer quand même suffisamment profond. Mais ensuite, vous avez le site de Fordo, que vous voyez un petit peu plus au nord, au-dessus de Bourgerd, et bien là c'est encore plus profond. On parle quand même de 80 mètres de profondeur, c'est sous une montagne, c'est encore plus profond que Natanz. Et là pour l'instant, même si on a signalé des frappes à Fordo vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises, manifestement jusqu'à présent il n'y a aucune preuve que le site aurait été touché. Alors est-ce que c'est une manière de dire on peut aller jusque là? Là pour le coup pour Fordo il faut des armes beaucoup plus importantes, donc des armes aussi américaines, et on voit bien. Et je rebondis sur ce que dit Négalé et je vous rejoins entièrement sur la faiblesse des États-Unis sur ce sujet-là. Et Donald Trump aujourd'hui nous dit oui, vous voyez, j'avais mis 60 jours, attention, on était le 61e, c'était fini. C'est faux. Quelques heures avant, il disait encore qu'il fallait la diplomatie et qu'il ne fallait pas que Benyamin Netanyahou frappe en Iran. Et 3 jours après, il avait prévu ce que son émissaire spécial, Steve Witkoff, dont il est extrêmement proche, aille négocier à dimanche. Donc il essaie simplement de garder la face pour ne pas paraître faible, lui qui essaie tellement d'être le président fort. Le président si fort, si dealmaker, qui n'arrive pas à faire le moindre deal jusqu'à présent. Vous dites qu'ils n'ont peut-être pas les armes nécessaires pour frapper Fordo. Sauf que si la défense antiaérienne iranienne est effectivement annihilée, comme l'affirment les Israéliens, c'est une question de temps, même avec des armes qui ne permettent pas de perforer en profondeur. Oui, là, de toute façon, s'ils veulent vraiment y aller, au bout d'un moment, ils peuvent. Mais c'est vrai qu'il va falloir frapper quand même très fort et de nombreuses fois pour pouvoir arriver aussi profondément dans la terre. C'est pas n'importe quelle bombe qui peut aller à 80 mètres de profondeur, où vous avez en plus, au-delà de la profondeur, vous avez quand même une protection extrêmement importante. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas fait ça sous une montagne en mettant simplement 3 plaques de PVC pour pouvoir protéger l'ensemble. Donc, est-ce que techniquement, c'est réellement possible ? Je ne suis pas assez expert militaire pour vous le dire, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une mission en tout cas fortement compliquée, même si en effet la totalité, je ne sais pas, mais une bonne partie de la défense anti-aérienne iranienne est aujourd'hui à terre. On évoquait le rôle des États-Unis. Donald Trump appelle l'Iran, presse l'Iran de négocier en disant, une fois de plus, vous n'avez pas les cartes, d'une certaine manière, comme avec l'Ukraine. Dans le même temps, le porte-avions américain Nimitz, qui croisait en mer de Chine, fait cap à l'ouest, il prend la direction du Moyen-Orient. Est-ce le signe, d'après vous, que les Américains sont prêts à un éventuel engagement aux côtés d'Israël dans cette guerre ? Je ne pense absolument pas que les États-Unis soient prêts, étant donné la rhétorique isolationniste de Donald Trump depuis son retour au pouvoir ou depuis sa campagne, à engager des troupes au-delà de forces spéciales ou de renforcement des moyens, en armement, en soutien d'armement, en renseignement, mais des troupes, non, moi je n'y crois absolument pas. Antoine. Il faut se rappeler que c'est quelque chose qui est assez classique finalement. Rappelez-vous quand les Israéliens, il y a quelques mois, ont commencé la guerre
à forte intensité avec le Hezbollah. Les Américains ont déployé aussi un porte-avions. C'est un signal envers l'ennemi israélien, donc l'ennemi de leur allié, que si vous allez trop loin, attention, nous aussi on est là. Et nous aussi on peut venir en aide ou en appui à Israël pour se défendre et pour vous attaquer. Et c'est aussi un deuxième signal pour dire... Téhéran, attention, vous avez dit que nous étions complices d'Israël, que donc vous pouviez frapper des bases américaines ou des intérêts américains dans la région. Voilà. Si c'est le cas, dans ce cas-là, oui, et je pense qu'il peut y avoir des frappes à un moment donné américaines qui seront sans doute mesurées d'ailleurs. Je ne pense pas que Donald Trump ait envie de se retrouver comme George Bush en Irak, empêtré pendant 20 ans, parce que ce sera la même galère, si vous me permettez cette expression. Donc mais je ne pense pas que l'objectif soit immédiatement de participer du tout. Ils envoient des ravitailleurs en vol. C'est-à-dire que là, les avions de chasse, il faut bien comprendre qu'ils partent d'Israël, ils font des centaines, parfois 1500, 2000 km, et ils reviennent. Donc c'est beaucoup. Ils sont obligés d'être ravitaillés en vol pour ça. Donc vous avez des avions pleins de kérosène qui partent en avance et qui, en vol, eh bien, ont un tube et qui ravitaillent en vol donc les avions pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Sauf qu'Israël n'a pas suffisamment de ravitailleurs pour mener une guerre de long terme avec l'Iran. Et donc, il y a aussi besoin de renforts. Ce serait donc un soutien logistique. S'ils le font. Mais ça peut aussi être un simple signal de dire, vous voyez, on est prêt à le faire. Ils ne sont pas encore en vol en train d'alimenter les jets israéliens. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump est quand même celui qui est à l'origine du retrait américain d'Afghanistan. C'est lui qui a mis fin à cet engagement. En critiquant ces conditions un an plus tard sous Joe Biden. Tout en critiquant les conditions dans lesquelles le retrait a été fait, mais c'est lui qui a accepté de négocier à Doha, donc sous l'égide du Qatar, avec les talibans, un retrait. Donc non, moi je pense vraiment qu'il est toujours dans la même logique. D'où l'appel à Vladimir Poutine, c'est sérieux ça, comme possible médiateur? Mais tout est possible. Vladimir Poutine s'est manifestement lui-même proposé comme médiateur et c'est une option qui ne semble pas avoir suscité d'hostilité de la part des États-Unis. Mais c'est dans la logique, de toute façon, du rapprochement que l'on constate sur certains dossiers de manière complètement décomplexée entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine. Ça vous inspire quoi, Antoine, ça? Rien de formidable. Non, mais la volonté, une nouvelle fois, de Donald Trump de trouver un autre moyen à la fois de passer un peu la patate chaude avec quelqu'un d'autre si jamais c'est possible, et puis aussi de relégitimer finalement Vladimir Poutine sur la scène internationale, ce qu'il a essayé de faire dès son retour à la Maison-Blanche. Je rappelle que dès son retour, il n'a pas essayé de négocier la paix en Ukraine, il a appelé Vladimir Poutine pendant 3 heures, et ils ont parlé essentiellement de leurs relations bilatérales. Donc il est dans cette démarche-là pour pouvoir aussi faire du business, tout simplement, comme il dit, avec la Russie. Mais Vladimir Poutine est bien placé. On voit Recep Tayyip Erdogan aussi se pousser du col sur ce dossier. On le comprend mieux compte tenu de la situation géographique et des liens qu'il entretient avec les deux pays. Est-ce le cas de la Russie aujourd'hui? Oui, le Vladimir Poutine a des vrais liens à la fois avec les Iraniens et avec les Israéliens. Donc de ce point de vue-là, c'est pas complètement impossible sur le papier en tout cas. Qu'il est mieux placé aujourd'hui. Je pense qu'on voit bien que le porte-parole, par exemple, du Quai d'Orsay aujourd'hui a dit sur notre antenne que ce serait quand même un sacré comble que ce soit Vladimir Poutine qui soit les médiateurs et que la France ne verrait pas ça d'un bon œil. Oui, mais la France est-elle en position d'imposer un médiateur dans cette crise? Alors oui, ou d'opposer un veto à l'inverse. Pas du tout. Tout à fait. Alors pour compléter ce que disait Antoine, pourquoi parle-t-on de la Russie sur ce dossier-là? Il y a cette question des drones iraniens qui sont utilisés par la Russie, notamment en Ukraine. Donc c'est un enjeu qui est très important pour la Russie. Donc je ne suis pas sûre qu'un médiateur qui est censé être impartial soit parfaitement adapté dans ce cadre-là. Par ailleurs, on parle de l'aberration de voir la Russie aujourd'hui intervenir en raison de sa violation du droit international, mais on est face à des acteurs qui tous violent le droit international. On le voit pour Israël, mais l'Iran, le dit assez peu, viole aussi le droit international, notamment le traité de non-prolifération, en raison des taux d'uranium enrichi. Oui. Donc, finalement, on est simplement dans un jeu entre acteurs légicides qui s'en prennent au droit international sur tous les fronts. On évoquait le rôle de la France. Elle s'est à nouveau exprimée par la voix du Premier ministre François Bayrou en visite dans les allées du Salon du Bourget aujourd'hui. Écoutez-le. Jamais nous n'avons dit qu'Israël ne devait pas se défendre contre le Hamas. Je n'ai jamais pris la parole sans rappeler que la situation à Gaza, elle était aussi la conséquence du 7 octobre.
c'est-à-dire du pogrom qui a été organisé et voulu. Et j'ai même dit devant l'Assemblée nationale et le Sénat que ce pogrom du 7 octobre, il avait pour but de faire que devienne irréversible la guerre entre Israël et ses voisins. C'était pour moi le but qui était fixé et qu'il fallait atteindre. Et ce, alors qu'au même Salon du Bourget, des exposants israéliens ont vu leur stand privé d'accès pour les visiteurs au motif qu'ils vendent des armes offensives. On a du mal à comprendre la distinction, mais en gros, l'idée, c'était de pénaliser la poursuite de l'intervention israélienne à Gaza. Exercice d'équilibriste, Antoine Mariotti? Oui, c'est pas la première fois. Il y avait déjà eu un salon comme ça où ça avait été compliqué il y a quelques mois. On est sur cette position, en effet, d'équilibriste de la France qui tente à la fois d'être du côté humanitaire, de dénoncer la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza, qui n'a plus aucun sens aujourd'hui depuis très longtemps, il faut quand même bien le dire, tout en préservant la sécurité d'Israël, ce qui est évidemment très important, tout en voulant la libération des otages, tout en étant de tous ces côtés-là. Le problème, c'est qu'on est dans un conflit où aujourd'hui, si on n'est pas d'un côté, on est partisan de l'autre. Et alors que ce n'est pas le cas, comme quand il y a une critique du gouvernement israélien, immédiatement on est attaqué, comme l'a été Emmanuel Macron, d'être antisémite, ce qui n'a évidemment absolument aucun sens. Il a rappelé à plusieurs reprises la volonté de la France, comme tous ses prédécesseurs, avant lui d'ailleurs de gauche ou de droite, pour assurer la sécurité d'Israël, tout en se disant prêt d'ailleurs à aider dans la défense face à l'Iran, notamment en interceptant des missiles, comme la France l'a déjà fait d'ailleurs, lorsque, en avril et en octobre de l'année dernière, il y a eu des frappes iraniennes contre Israël. Position judicieuse de la France et globalement des Occidentaux qui, quand je dis les Occidentaux au sens large, qui hormis le Japon, ont tous apporté leur soutien à Israël depuis l'offensive face à l'Iran vendredi. Niagale Bagayoko. La difficulté, c'est que cette position, elle est difficilement lisible en réalité. Si on prend la position de la France, les Israéliens n'ont pas oublié que Emmanuel Macron s'apprêtait ce week-end à reconnaître, dans le cadre d'une conférence co-organisée avec l'Arabie saoudite, un État palestinien. Il y a eu des déclarations très offensantes du point de vue israélien qui ont été prononcées par le président français. Et aujourd'hui, il semble que aussi bien l'Allemagne que la Grande-Bretagne sont sollicités en renfort par Israël, mais ce n'est pas le cas de la France. Ouais. Donc tous ont pris ces positions, mais la France semble s'être davantage exposée et finalement semble en conséquence, être incapable de peser véritablement sur ce qui se produit. Mais quel acteur international, en réalité, arrive à peser sur ce qui se produit aujourd'hui? Pas même Donald Trump. Aucun. Personne. Ouais. Justement, ce qu'il se passe aujourd'hui, on va peut-être conclure là-dessus, parce que finalement, si l'on en croit les dernières déclarations côté israélien, l'objectif, c'est l'élimination physique des dirigeants iraniens jusqu'au sommet, un peu comme le fameux château de cartes, on s'en souvient, du temps de la Deuxième Guerre d'Irak. Antoine Mariotti, ça a un sens? Est-ce la condition nécessaire, finalement, à la fin définitive du programme nucléaire iranien? Car beaucoup disent qu'il ne s'agit pas de frapper seulement le matériel, tant que les hommes perdureront, pas seulement les ingénieurs, mais aussi les politiques, tant qu'il n'y a pas de changement de régime, finalement, en Iran, ce programme restera une obsession, une idée fixe iranienne. C'est une possibilité. En même temps, il faut se rappeler que souvent, quand quelqu'un de mauvais est éliminé, il y a souvent quelqu'un d'encore pire qui arrive derrière. Donc ça ne veut pas parce que Ali Khamenei, malade, 85 ans, le guide suprême, est éliminé ce soir ou demain ou un autre jour, que celui qui va prendre le relais ne sera pas encore plus... avec une ligne encore plus dure. Et jusqu'où ça peut aller, c'est une véritable question. Mais pour comprendre jusqu'où ça peut aller, il faut comprendre comment on en est arrivé là aussi. Donc je me permets de revenir une minute là-dessus. Mais il faut quand même se rappeler que si Benyamin Netanyahou déclenche ça la semaine dernière, il sauve sa coalition gouvernementale en faisant ça. La semaine dernière, il faut se rappeler qu'il y avait 2 partis ultra-orthodoxes de sa coalition qui menaçaient de claquer la porte pour un sujet très différent qui était le service militaire des ultra-orthodoxes. Et il leur a dit, il était le matin au tribunal, entendu par le tribunal alors qu'il est accusé de corruption, il a dit au bout d'1 heure, je me sens pas bien, il faut que je parte. Donc il est parti, il a été dispensé, il a passé la journée avec le président argentin et a négocié avec les ultra-orthodoxes. Donc déjà en termes moyennant quoi, le vote n'a pas eu lieu contre lui. Le vote n'a pas eu lieu parce qu'il leur a dit, on a une menace de la part de l'Iran, si vous partez, on ne peut pas faire imploser la coalition à ce moment-là. Ils sont restés, il a déclenché ça sauve sa coalition, ça rend impossible la tenue du sommet franco-saoudien sous égide de l'ONU pour reconnaître un État palestinien qui était censé aussi
aussi amené des pays de la région à reconnaître Israël d'ailleurs. Plus personne pendant ce temps-là ne parle de la situation humanitaire à Gaza, qui avait créé une bronca internationale contre Israël ces dernières semaines comme on n'avait jamais entendu. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ministres israéliens qui la semaine dernière ont été sanctionnés par 5 pays internationaux, dont le Canada et le Royaume-Uni. Donc tout ça, c'est un petit peu oublié et bien pratique pour Benyamin Netanyahou. Oui. Donc ça veut dire que ça peut continuer aussi tant que lui, il voit certains intérêts, y compris personnel, politiquement parlant. Intervention purement politique. Entre-temps, il y a quand même eu, il faut le rappeler, le rapport de l'AIEA quand même, qui est... Oui, qui est très clair sur le fait que le taux d'enrichissement de l'uranium avait atteint un seuil qui ne laissait plus guère de doute sur l'intention militaire. L'intentionnalité, c'était simplement sur la question du délai et la capacité à assembler les éléments qui auraient pris en revanche plusieurs années. Donc la question était plutôt celle de l'immédiateté dans l'interprétation. Mais voilà. Qui est une question depuis plusieurs années parce que c'est un enrichissement à 60%. Je rappelle qu'il faut 90% pour avoir le seuil. Alors le seuil pour passer de 60 à 90, il est beaucoup plus rapide qu'entre 30 et 60. Sauf qu'on n'enrichit pas en Iran à 60% depuis 15 jours, mais depuis avril 2021. Donc depuis 4 ans et 2 mois. Donc ce n'était pas une question d'urgence absolue. Et ça, c'est dans la Natanz. Et à Fordo, ils ont commencé en novembre 2022. Donc c'est pour vous montrer que quand vous voulez passer de 60 à 90%, si vous avez la volonté politique de le faire, c'est une question de semaines. Autrement dit, depuis avril 2021, donc depuis mai 2021, pourquoi l'AIEA a donc lancé ce coup de semonce la semaine dernière? Ils ont parlé du stock d'uranium qui était enrichi, qui forcément augmente parce que pendant des années, vous continuez à le faire, ce qui est évidemment mal, mais ce n'est pas pour autant que la bombe est... Et l'Iran, la même journée, a dévoilé son intention de construire un nouveau centre d'enrichissement et d'amplifier même ses activités. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Il y a pas mais évidemment, mais je ne suis pas en train de défendre la République islamique d'Iran. Non, c'est pour donner les arguments. Mais à ce moment-là, laisser entendre. Quand vous regardez, quand vous reparlez encore, comme j'ai pu le faire aujourd'hui à certains experts, il n'y a pas de nouveau entre la semaine dernière et il y a 2 mois ou il y a 4 mois. Il y a aussi un calendrier politique qui arrange beaucoup pour faire ce genre de frappe. Et des déclarations iraniennes qui intervenaient à quelques jours de prétendues négociations à Mascate. Et il y en a eu plein toutes ces dernières années aussi. Oui, ça c'est évident. Mais après, il y a la question de savoir à quoi va servir cet enrichissement de l'uranium et cette dotation. Non, mais il y a civil ou militaire, mais même cette dotation de l'arme nucléaire. Il y a un exemple très intéressant sur la scène internationale, c'est celui de la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle détient l'arme nucléaire pour sanctuariser son territoire, pas pour attaquer à l'extérieur. Donc, étant donné les équilibres intérieurs, à l'intérieur de l'Iran, notamment entre la sphère civile, on ne sait pas, entre le guide, entre le président, mais aussi les gardiens de la révolution, cette question de l'usage de la bombe se pose éventuellement aussi de manière intéressante, je pense. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko, Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel revient dans 3 minutes. Restez avec nous. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hildebrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.